Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 15. Grand 1. La République n'était pas encore stabilisée. Malgré la défaite des droites, la social-démocratie allemande va alors avoir une influence en France portée par Jules Guesde et Paul Lafargue. On remarque aussi que c'est Aristide Briand et Fernand Peloutier qui adopteront la grève générale comme moyen de pression, tous deux socialistes et libertaires comme le décrit Wikipédia. Alors prenez des pincettes comme avec Wikipédia et vérifiez bien aussi en dehors de Wikipédia. Grand 2. Les deux souhaitent renverser le capitalisme, entre guillemets, tout en étant pour l'un avocat. Reste à voir qui l'a défendu. Et en créant la CGT. Les candidats socialistes recueillent alors, pour l'époque, 600 000 suffrages avec un retentissement pour la grève de Carmaux, mine de charbon. Et Jean Jaurès, que vous connaissez probablement tous, passera de l'opportunisme au socialisme, incarnant une radicalisation du Parti républicain. Grand 3. Le président de la République, Sadi Carnot, subira un attentat proféré par Santo Hieronymo Caserio. Jules Méline succédera à Léon Gambetta à la direction de la République laïque antichrétienne. L'année 1892 voit une majorité de parlementaires très timide avec le milieu affairiste quant à la durée maximale du travail qui sera fixée à 60 heures par semaine, et notamment sur des enfants de 13 à 16 ans. Grand 4. L'école coloniale forma des administrateurs à la fin du XIXe siècle, de gauche libérale. Théophile Delcassé, ancien collaborateur de la République, va mettre sur pied le ministère des colonies. C'est un socialiste du Parti radical. Félix Faure remplacera Jean-Casimir Perrier après le 5 janvier 1895. À partir de là, on voit que l'empire colonial français se développe plus rapidement et facilement avec le socialisme républicain qu'avec la monarchie. Grand 5. Après l'affaire Dreyfus, qui permet au vieux cercle immigrationniste, puis au club jacobin, aidés par l'entrisme des Lumières, qui leur permet d'évoluer jusqu'à porter l'antisémitisme comme fondement sacrificiel de la République, par un entrisme d'un groupe parlementaire évoluant dans la sphère anti-dreyfusienne, qui a été amorcé par Édouard Drumont. Il y a d'ailleurs 2 références livresques, proférées dans le livre, que j'aimerais vous partager, disponibles en description de cette vidéo. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. Un grand parti de droite républicain modéré. Malgré les défaites des droites, mais aussi du boulangisme et de l'appel au ralliement, on ne pouvait pas considérer la République comme définitivement stabilisée. Et le début des années 1890, avec le mouvement ouvrier, repris de plus belle et contestait avec vigueur un régime qu'il jugeait inféodé aux puissants. Ce contexte était marqué par l'influence de la social-démocratie allemande portée en France par Jules Guesde et Paul Lafargue. Le reste de la page 99 parle de l'essor du POF, Parti ouvrier français, et de la création du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire qui était une évolution des banquistes sous l'influence d'Édouard Vaillant. C'est Aristide Briand et Fernand Peloutier qui firent adopter le principe de la grève générale comme moyen privilégié de renverser le capitalisme. Et l'année suivante naquit à Limoges la Confédération Générale du Travail qu'on nomme aujourd'hui CGT.
La page, dans son très grand paragraphe, nous parle des candidats socialistes qui avaient recueilli alors 600 000 suffrages, et aussi de la longue grève des mineurs de Carmaux avec son retentissement national. Ce retentissement imposa enfin la question ouvrière dans le débat public, et on retrouve deux héritiers, des bonapartistes et des monarchistes, qui étaient bien intégrés dans le nouveau régime. Puis le début de la page 101 mentionne Jean Jaurès, que je pense vous connaissez tous. Il était un député opportuniste de Castres. Ce fameux Jean Jaurès, passant de l'opportunisme au socialisme, incarnait plus que tout, nous dit l'auteur, la radicalisation d'une partie des républicains sous l'influence du mouvement ouvrier. Le reste de la page 101 parle de l'attentat sur le président de la République française de 1892, Sadi Carnot par l'italien Santo Hieronimo Caserio, ou encore de l'objectif de la République sociale qui est de combler le fossé lié aux travailleurs. Et nous n'oublierons pas, alors qu'à la page 102, dans les premiers paragraphes, tandis que les ouvriers menaçaient ouvertement la paix sociale, que les catholiques amorçaient leur ralliement au régime et où le gouvernement Dupuy en 1893 commencera l'abandon du front religieux, qui était le principal lieu du combat entre droite et gauche depuis 20 ans déjà. L'esprit nouveau, nous dit l'auteur, consiste, selon l'ancien gambétiste Eugène Speller, à, je cite, « faire prévaloir en matière religieuse un véritable esprit de tolérance », fin de citation, mais sans revenir sur la législation laïque. Le but étant d'encourager leur ralliement par une série d'accommodements. Il était alors possible d'observer les écoles de filles qui étaient laïcisées avec lenteur, ou encore de voir les congrégations multipliant leurs achats de propriétés. Le reste de la page 103 dans son grand paragraphe parle de Jules Méline qui avait pris la succession de Léon Gambetta à la direction de la République française, que moi j'appelle République laïque, antichrétienne, des philosophies des Lumières, sans être trop exhaustif. Bref, revenons au livre. Les traits de la République méliniste précisaient ceux esquissés par le férisme 15 ans plus tôt, où l'ordre social devait être garanti, même au prix d'entorses aux libertés, comme l'avait prouvé l'adoption des lois qualifiées de scélérates par les socialistes entre 1893 et juillet 1894. La fin de la page 104, dans un grand paragraphe, explique que l'année 1892 vut une majorité de parlementaires qui s'étaient montrés bien timides pour intervenir dans la vie des usines où ils avaient fixé à 60 heures la durée maximum du travail hebdomadaire pour les salariés de 13 à 16 ans, ce qui satisfera le monde des affaires. Une république de gauche, hein, je le rappelle. Mais nous sommes alors, évidemment, comme je viens de le dire, dans la république certes modérée, mais qui pioche ses racines dans la gauche, dans le socialisme, etc., et qui collabore avec le monde des affaires, celle que Georges Clemenceau nommait d'opportuniste. Les conquêtes coloniales s'accéléraient en cette dernière décennie du XIXe siècle, où depuis 1889, l'école coloniale formait les administrateurs de l'Empire. L'année 1894 vit la création du ministère des colonies confié à Théophile Delcassé, un ancien collaborateur de la République française, puis l'année 1900, l'armée coloniale. Le reste du bas de page, de la page 105, dans ces paragraphes, parle des différentes personnes avec de grandes et hautes responsabilités, comme le prince Auguste d'Arenberg, qui était le président de la Compagnie universelle du canal de Suez. Le régime parlementaire était sous contrôle par les notables, d'éminentes personnes de gauche manifestement. Et le président de l'époque n'était ni plus ni moins que Jean-Casimir Périer, qui protesta contre le pouvoir d'influence indirecte qu'il avait. Il démissionnera d'ailleurs le 5 janvier 1895. Il sera remplacé par un certain Félix Faure. Ce parti républicain, modéré, était composé des anciens partisans d'Adolphe Thiers ou encore de Jules Ferry et de Léon Gambetta. Nous parlions alors de conservatisme social, d'affairisme, de protectionnisme douanier, contrebalancé par un puissant mouvement d'exportation de capitaux, et un colonialisme actif qui définit le programme d'une droite libérale modérée. D'ailleurs, de ce qu'en dit l'auteur, ou du moins ce que j'en ressens, c'est que l'empire colonial français s'est alors beaucoup plus rapidement développé sous la République que sous la monarchie. Comme c'est étrange. La fin de la page 106 explique comment Jules Méline et son parti firent voler en éclats l'union des droites, qu'il avait voulu susciter. Nous parlions alors de l'affaire Dreyfus, puis 6 mois après, le 4 décembre 1897, nous pouvions apercevoir la formation d'un tout nouveau groupe parlementaire dénommé, je cite, « antisémite ». Fin de citation, est présidé par Édouard Drummond. Il y a mon avocat qui est pas loin, ok, bon, on sait jamais.
L'auteur pointe aussi du doigt des œuvres qui m'ont l'air fort intéressantes, notamment celui de Paul Leroy-Beaulieu, de la colonisation chez les peuples modernes, 1874, ou encore d'Hippolyte Taine, les origines de la France contemporaine, 1875, etc. Voilà, vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo, et quant à moi, je vous dis à demain ou à bientôt sur la chaîne Mes Lectures, et surtout, lisez.